Alors, voilà. Bonjour à tous ceux qui sont connectés pour notre webconférence qui va démarrer dans 3 minutes. Pour ceux qui sont là, je vous laisse peut-être nous écrire un petit message dans le chat pour vérifier si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si tout est bon de votre côté. Alors, on a... Ça a l'air d'être bon. Ok, super. Ok, très bien, ça fonctionne. Alors, vous vous étonnez pas s'il y a un petit délai entre le moment où on voit vos messages et le moment où on réagit. C'est tout simplement parce qu'effectivement, il y a bien un délai en fait entre le moment où vous écrivez et le moment où nous on voit le message. Donc un délai de quelques secondes. Allez, on commence dans 2 minutes. Donc, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vois qu'il y a du monde là qui arrive. On commence très bientôt. Alors ça y est, de mon côté, il est 11 heures, donc on va pouvoir commencer cette webconférence. Alors bienvenue à tous donc à cette 39e webconférence de la PCC qui a pour thématique les aménagements cyclables transitoires. Et donc notamment, on va aujourd'hui surtout faire un focus en fait sur les carrefours à la hollandaise. Je suis Suzy Cantraine, donc chargée de mission communication à la PCC, et j'ai aujourd'hui avec moi donc Marty Legros, que vous voyez qui est juste au-dessus de moi dans les caméras. Vous avez Simon Fessard qui est encore un peu au-dessus et Étienne Leborgne tout en haut, donc qui sont consultants chez Indigo et qui vont consultants en mobilité durable, qui vont vous parler de ce sujet-là. Alors, quelques éléments d'agenda. Donc, je vais vous faire une très très courte introduction. Ensuite, vous allez avoir une présentation technique sur les carrefours à la hollandaise. On aura un petit moment d'échange. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et enfin, un retour d'expérience concret où vous allez avoir l'exemple de ce qui a été mis en place au Havre. Vous aurez un petit témoignage vidéo. Vous pourrez à nouveau échanger un petit peu pendant 10 minutes avec les intervenants. Et enfin, on aura une très courte conclusion. Alors, donc, pour ce qui est de l'introduction, donc qu'est-ce que la PCC? Donc, la PCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement. En fait, c'est une association qui rassemble des bureaux d'études qui font du conseil et de l'accompagnement auprès des entreprises et des collectivités sur tout ce qui va être thématique lié au climat, à la transition énergétique et à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la mobilité durable.
Une de nos missions, en fait, c'est de diffuser les bonnes pratiques sur ces thématiques-là. Et donc, c'est dans cet objectif qu'on est là aujourd'hui pour cette webconférence. Alors, vous pouvez poser vous pouvez poser vos questions, pardon, tout au long de la webconférence dans l'outil de chat qui est sur votre droite. Alors, sachez que donc on a prévu des moments d'échange où là, on va vraiment répondre à vos questions sur ces sujets-là. Par contre, si jamais il y a des questions qui sont plus techniques ou de l'ordre de la compréhension des slides, on y répondra au fil de l'eau, bien sûr, au moment où c'est opportun. Sachez que si jamais il y a des questions qui n'ont pas obtenu de réponse à la fin de la webconférence, parce qu'on n'aura pas eu le temps, par exemple, ces questions-là seront répondues a posteriori par écrit et vous recevrez toutes les réponses par écrit suite à la webconférence. Les slides et le replay, eux, sont disponibles vraiment très rapidement, donc sous quelques heures sur le site de la PCC. Vous pouvez même déjà télécharger la présentation, il me semble, en rentrant dans la salle, et vous l'avez aussi là dans la salle, dans le petit onglet téléchargement que vous avez sur la droite. Donc vous pouvez déjà les télécharger. Et puis vous recevrez aussi de toute manière un petit email environ une semaine après la webconférence où vous aurez le lien vers les slides, le lien vers le replay et les réponses à vos questions. Voilà, j'ai terminé avec ma petite introduction. Je vais pouvoir passer la main à Simon qui va vous faire sa présentation sur les carrefours à la hollandaise. Alors bonjour à tous, je vais vous partager mon écran, ce qui permettra que vous puissiez voir mon pointeur parce que ça va devenir utile. Là, vous voyez le pointeur? Oui. Parfait. Alors, je pense que si vous êtes inscrit à cette webconférence, c'est que quelque part vous avez sûrement déjà entendu parler un peu des carrefours à la hollandaise. Si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout, puisque l'objet de ce webinaire, c'est justement d'expliquer le fonctionnement de ce type de carrefour. Alors, tout d'abord, je veux insister sur un point. Il faut savoir que en ville, la très grande majorité des accidents qui impliquent des cyclistes ont lieu au niveau des intersections. Quand je dis au niveau des intersections, c'est versus au niveau des sections courantes, c'est-à-dire au niveau des rues. Donc en gros, on a beaucoup plus d'accidents impliquant des cyclistes en ville au niveau des intersections qu'au niveau de la rue, c'est-à-dire en gros entre les intersections. Et donc il y a tout intérêt à se concentrer justement sur cette question des intersections et donc de protéger les intersections pour la sécurité des cyclistes, mais aussi des piétons. Voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran là, c'est un schéma d'une ville, par exemple, sur lequel vous voyez apparaître des rues qui sont soit de desserte locale, c'est ce que vous voyez apparaître en gris ici, par exemple, avec un fond jaune, et d'autres rues qui sont plus structurantes, qui vont accueillir un trafic de transit plus important, voilà, et qui apparaissent du coup ici en bleu sur le schéma. Alors la première question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on va installer l'intersection à la hollandaise, parce que l'idée, c'est évidemment pas de mettre en place des intersections à la hollandaise sur tous les carrefours. Alors, on va avoir par exemple cette première situation. Donc là, on se situe dans une zone de circulation apaisée, c'est-à-dire qu'en gros, on a une activité commerciale assez importante. On a potentiellement des terrasses qui débordent. Un peu plus loin, vous avez un marchand de fleurs qui déborde sur le trottoir. Vous avez une offre de stationnement. Potentiellement, il y a une école pas loin. Voilà, donc je vous ai planté un peu le décor. Le secteur dans lequel on se trouve, c'est secteur dense qui accueille un certain nombre de fonctions urbaines qui ne sont pas toutes liées à la mobilité, mais aussi liées à la rencontre, etc. Et donc, on va rechercher dans ce type de secteur plus l'apaisement, limiter les vitesses de circulation à 30 notamment, voire à 20 km/h. Et donc, c'est clairement pas ici qu'on va installer l'intersection à la hollandaise, puisque de toute façon, on n'a pas d'aménagement cyclable séparé de la voirie dédiée pour les voitures. Donc voilà, c'est pas ici donc on va installer l'intersection à la hollandaise. Je vais vous présenter juste après ici une deuxième situation. Donc là, en gros, on est, vous voyez ici, là par exemple sur ce point-là,
on est aux confins de la zone de circulation apaisée, en contact avec une voirie plus structurante, que vous voyez ici. Et la zone de circulation apaisée, elle part sur la photo de gauche, là, vers la droite. Donc, en gros, ce qu'on va rechercher ici, c'est l'aménagement de ce qu'on appelle un trottoir traversant. C'est-à-dire qu'en gros, la piste cyclable qui longe la voie structurante euh, et ainsi que le passage piéton vont pouvoir conserver la priorité vis-à-vis des véhicules qui tournent à droite. Et ça se fait par justement ce trottoir traversant qui garantit un certain nombre, des conditions de confort pour les cyclistes et les piétons, dans le sens où ils n'ont pas besoin de descendre une bordure pour ensuite la remonter. Ils restent sur le même niveau. Cependant, les voitures, du coup, quand elles tournent à droite, elles doivent franchir, donc monter sur ce trottoir traversant, puis redescendre un petit peu plus loin. Et donc ça, quelque part, ça induit très clairement le régime de priorité qui est observé ici, à savoir que les piétons et les cyclistes conservent la priorité à partir du moment où ils vont tout droit. Donc là, on retrouve déjà quelques éléments qu'on va réidentifier dans le carrefour à la hollandaise, mais c'est pas encore exactement sur ce secteur-là qu'on va installer le carrefour à la hollandaise. Alors là, déjà, vous voyez apparaître un petit peu ce à quoi ça ressemble. Donc vous l'avez compris, à cet endroit-là qu'on va installer le carrefour à la hollandaise, c'est-à-dire là où se retrouvent deux voiries structurantes. Donc, vous voyez apparaître ici sur le point bleu. Alors ici, c'est une intersection en T. Ça pourrait être très bien, comme sur l'image ici, une intersection en X, avec potentiellement un tramway. Donc là, vous êtes tout de suite sur un secteur beaucoup plus lié au transit automobile, avec un trafic plus important, des vitesses plus importantes, etc. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez installer l'intersection à la hollandaise. Alors à partir du moment où vous avez identifié la localisation d'implantation, vous avez deux options. La première option, c'est de aménager un carrefour à sens giratoire, comme ce que vous voyez ici. Et la deuxième option, c'est d'aménager donc ce qu'on appelle un carrefour à la hollandaise avec des feux. Alors, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de ce deuxième cas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours privilégier l'aménagement d'un carrefour à sens giratoire. Pourquoi? Parce que il a été démontré au travers de plusieurs études que un carrefour à sens giratoire génère moins d'accidents qu'un carrefour plus classique à feu. Donc simplement pour cette question de sécurité, la première option que vous allez considérer dans l'aménagement de cette intersection, c'est d'aménager un carrefour à sens giratoire. Donc on l'a dit, en termes d'accidentologie, c'est moins d'accidents. Cependant, vous pouvez faire face à un certain nombre de difficultés en termes d'emprise, puisque c'est vrai que c'est un type de carrefour qui demande plus d'espace, et en termes de trafic, puisque dans la mesure où on a un déséquilibre entre le trafic supporté par les différentes branches du carrefour à sens giratoire, cela peut poser souci en termes de trafic. Donc, si ces conditions ne sont pas réunies, vous allez plutôt du coup vous orienter, mais ce vraiment deuxième choix, vers un carrefour à feu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez orienter votre choix vers ce carrefour à feu, non pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons de trafic, de fluidité du trafic. Si vous faites ce choix-là, c'est vraiment pour des raisons de fluidité de trafic, puisqu'en effet, ce type de carrefour permet a priori de supporter un trafic plus important que le carrefour à sens giratoire. Cependant, vous avez compris qu'il est en effet un peu plus sujet à l'accidentologie. Alors, il est plus dangereux. Cependant, il y a quand même un certain nombre de mesures qui vont vous être présentées juste après, qui quelque part permettent de compenser, de limiter un peu cet aspect plus dangereux du carrefour à feu. Donc, ça va être tout l'objet de ce que je vais vous présenter ensuite. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce carrefour à feu. Voilà, alors déjà quelques petites illustrations pour voir ce à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, les carrefours à la hollandaise, il y en a principalement aux Pays-Bas. Donc à gauche, sur l'image de gauche, vous avez un gros carrefour, donc avec les voies dédiées
vélos que vous retrouvez ici en rouge, potentiellement traversés par un tramway, c'est possible. Vous voyez ici les insertions. Je vous détaillerai le fonctionnement de tout ça un peu plus tard. Vous pouvez aussi tout à fait retrouver ce type d'aménagement dans un carrefour plus contraint, un secteur un peu plus urbain, comme vous voyez ici à La Haye sur la photo de droite. Alors l'idée maintenant, ça va être de vous présenter un peu le fonctionnement de ce carrefour en 8 points. Le schéma que vous voyez ici, c'est le schéma qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette présentation plus théorique. Donc, ce que vous retrouvez dessus, c'est en bleu tout ce qui concerne les aménagements cyclables. Alors, c'est bleu comme ça aurait pu être rouge, vert, etc. C'est simplement pour bien identifier ce régime de voirie. En jaune, vous retrouvez tout ce qui est plus lié au trottoir, donc aux aménagements pour les piétons. Et en gris clair, les espaces dévolus à la circulation des véhicules motorisés. En gris foncé, il s'agit des îlots qui sont infranchissables. Je vous préciserai un peu comment tout ça fonctionne par la suite. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et on reviendra là-dessus par la suite, c'est que les aménagements cyclables qu'on voit ici en bleu sont en fait un troisième régime de voirie vis-à-vis de la chaussée et du trottoir. Donc, on a la chaussée, le trottoir et la piste cyclable. Donc, chacun de ces trois espaces-là a une signalisation propre, un régime de fonctionnement propre. Et donc, ça, c'est un élément important à retenir. On reviendra par la suite sur le sujet. Alors, je commence avec les 8 points. Tout d'abord, déjà, pour bien comprendre comment ce type de carrefour fonctionne du point de vue de la circulation des cyclistes. Simon, je me permets de Oui. te couper rapidement parce qu'on a déjà deux questions là qui sont en lien avec la Mhm. comparaison de l'accidentologie entre un giratoire et un carrefour à feu. Mhm. Qui pose à ces questions. L'auditoire est assez surpris sur cette affirmation. Et donc, il y a un intérêt pour pouvoir accéder aux sources s'il y a des études qui ont été menées en la matière. Et voilà, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'un giratoire permet de réduire l'accidentologie. Oui, Est-ce que alors tu as besoin je pourrais en effet vous partager, il y a un certain nombre de sujets qui seront traités, y compris à l'issue de la présentation sur le sujet. Il y a des études, malheureusement pas en France, mais aux Pays-Bas, qui montrent en effet en gros, plus le régime de priorité est rudimentaire, c'est-à-dire plus on s'oriente vers le régime le plus simple, à savoir la priorité à droite, moins les intersections sont sujettes à des accidents. C'est-à-dire que, en gros, une intersection à priorité à droite, toujours à condition qu'elle soit convenablement aménagée, génère moins d'accidents qu'une intersection avec un cédé le passage, qui elle-même génère moins d'accidents qu'une intersection avec un régime de feu. Donc, plus on simplifie, plus on va vers un régime de priorité rudimentaire, moins on a d'accidents sur une intersection. Donc ça, je pourrais vous transmettre l'étude qui a été réalisée en l'occurrence sur le sujet, qui a été faite aux Pays-Bas, qui remonte à déjà quelques années et qui n'a pas pour l'instant été démentie. Merci beaucoup, Simon, pour Voilà, cet éclairage. j'espère que ça répond à la question. Donc, sur le premier point, donc on se positionne du point de vue du cycliste. Vous venez d'ici, là, par exemple, sur la piste en bleu, vous voulez tourner à droite. Donc, vous arrivez, vous voyez, vous franchissez déjà un premier passage piéton, donc ça veut dire le piéton a la priorité sur vous, vous devez laisser passer le piéton, voilà. Vous continuez votre chemin, vous avez ici une barre de céder le passage, qui veut dire que si jamais il y a des cyclistes qui viennent de votre gauche, ici, vous devez leur céder le passage. Ensuite, donc, vous tournez à droite, vous avez à nouveau un passage piéton, vous devez céder la priorité à nouveau au piéton, et donc ensuite, vous pouvez continuer votre chemin vers la droite. Alors, vous avez ces régimes de priorité pour les piétons et le céder le passage ici. Cependant, en fait, vous n'avez pas à vous conformer à quelque feu que ce soit. C'est-à-dire qu'en gros, toute la priorité se gère simplement par les passages piétons et les céder le passage.
Et quelque part, c'est déjà un énorme avantage de ce type de carrefour, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez la possibilité de tourner à droite de façon relativement simple, sans avoir à aucun moment à se mélanger avec les voitures. Donc ça, c'est vraiment un des aspects très positifs de ce type de carrefour. Donc ensuite, vous allez avoir la seconde situation où vous allez aller tout droit. Donc pareil, vous arrivez d'ici, vous avez un premier passage piéton, un cédez le passage et vous venez vous stocker ici. Vous voyez le petit feu vélo ici dédié. Donc vous venez vous stocker ici, vous attendez que le feu passe au vert. Une fois que ça passe au vert, vous franchissez le feu, franchissez l'intersection et vous continuez tout droit en prenant bien soin de laisser la priorité ici à nouveau aux piétons, aux éventuels piétons qui peuvent se présenter. Donc là, vous traversez en un temps quelque part. Dans la situation où vous voulez tourner à gauche, en gros, vous arrivez toujours d'ici, vous avez votre passage piéton, cédez le passage, vous venez vous stocker ici, en attendant que le feu passe au vert s'il n'est pas déjà au vert. Vous franchissez, pareil que quand vous allez tout droit, la première traversée cyclable, et ensuite vous venez vous stocker ici. Logiquement, le feu sera au rouge au moment où vous arrivez ici. Donc vous vous stockez, vous attendez que le feu passe au vert et donc vous traversez ici à nouveau pour tourner vers la gauche. Ce qui veut dire qu'en gros vous traversez l'intersection en deux temps. Alors ça peut être considéré comme complexe et un peu long, mais c'est à ce jour l'unique solution qui a été trouvée pour garantir la protection des cyclistes dans ce mouvement de tourne à gauche qui est souvent vécu comme le mouvement le plus dangereux et le plus anxiogène pour les cyclistes. Alors, il y a plusieurs façons d'améliorer un peu ça. C'est-à-dire que là, sur ce carrefour, on a aménagé principalement des pistes cyclables, enfin exclusivement des pistes cyclables monodirectionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne vont que dans un sens. Vous pouvez aller comme ça, vous pouvez aller comme ça, etc. Et c'est aussi tout à fait possible d'envisager de faire ces pistes cyclables de façon bidirectionnelle. C'est-à-dire que par exemple ici, vous auriez la possibilité de remonter la piste comme ça et de tourner à gauche. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans la mesure où justement il s'agit d'un troisième régime de voirie. C'est-à-dire qu'en gros, on a un régime spécifique de signalisation qui est lié au vélo. Donc il y a d'autres façons de faciliter un peu les mouvements de tourne à gauche. Je ne veux pas m'attarder là-dessus puisque ça peut devenir en effet un peu complexe et je pense pas que ce soit l'objet de la présentation actuelle. Donc voilà, déjà vous avez un peu compris comment l'intersection fonctionne du point de vue des mouvements de tourne à droite, de va tout droit et de tourne à gauche pour les vélos. C'est le premier point. Deuxième point, on va s'intéresser au fonctionnement de ce carrefour compte tenu du phasage de feu. Alors, cette intersection, vous pouvez tout à fait la gérer en deux phases de feu. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une première phase ici qui permet le franchissement de l'intersection dans ce mouvement sud-nord et nord-sud. Vous pouvez aussi tourner à droite, tourner à gauche, etc., mais en privilégiant cette phase de nord-sud. Et donc un deuxième temps de feu, une deuxième phase de feu dans laquelle vous faites fonctionner les traversées sur le mouvement plus est-ouest, toujours avec la possibilité de tourner à droite, de tourner à gauche, etc. Alors, compte tenu de cet aspect-là, cette intersection, enfin de l'aspect en termes de phasage de feu, cette intersection, ce type d'intersection n'est pas révolutionnaire, parce que c'est tout à fait possible de faire fonctionner une intersection classique sans piste cyclable en deux phases comme ça. Cependant, souvent, ce qu'on constate, c'est que quand on aménage les intersections à la hollandaise, on simplifie le fonctionnement de l'intersection et donc quelque part on supprime les voies de tourne à droite dédiées, etc. Et donc quelque part on peut faciliter aussi le fonctionnement du carrefour en termes de phasage de feu. L'idée c'est d'avoir vraiment des phases de feu qui soient très courtes, notamment de façon à faciliter les mouvements de tourne à gauche qui posent souvent problème dans la mesure où en gros les voitures quand elles tournent à gauche, quelque part elles bloquent un peu le carrefour. Et donc plus les phases sont courtes, moins les voitures risquent de bloquer le carrefour. Voilà, je m'arrête là pour l'instant parce que j'ai peur de devenir trop technique. Je passe au troisième point. Donc ce troisième point, c'est un point très important. C'est que en gros, vous allez en aménageant
en aménageant ce carrefour, créer un espace tampon que vous voyez ici avec la flèche rouge, qui va vous permettre trois choses. La première chose, c'est d'assurer un contact visuel entre les vélos et la voiture qui vient d'ici, par exemple, qui tourne à droite, ou alors qui vient d'ici et qui tourne à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, la voiture, elle va pouvoir, par exemple, quand elle vient d'en haut et qu'elle tourne à droite, elle va pouvoir se stocker ici euh, et laisser la priorité, parce que vous voyez qu'il y a en effet ici une ligne de céder le passage au vélo, euh, parce qu'elle a un contact visuel avec les cyclistes qui peuvent traverser l'intersection à cet endroit-là. Alors ça, c'est possible parce que en gros, la voiture à ce niveau-là, elle est à peu près à 90 degrés vis-à-vis de la traversée cyclable. Si vous n'aviez pas aménagé cet espace tampon, la voiture, elle se serait trouvée, en gros, enfin, le vélo se serait trouvé exactement dans l'angle mort de la voiture et donc la voiture n'aurait pas vu le vélo traverser. Donc ça, c'est un aspect très important de cette intersection. C'est cet espace tampon qui permet d'assurer un contact visuel entre la voiture et le vélo. Ensuite, l'intérêt de cet espace tampon, c'est aussi de limiter la vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez aménager ici un rayon de giration le plus petit possible, de façon à ce que vous ne puissiez pas, en tant qu'automobiliste, tourner trop rapidement. Ça aussi, c'est un élément de sécurité afin de garantir la bonne cohabitation entre les cyclistes qui traversent et la voiture qui tourne à droite. Et le troisième élément, c'est que le troisième intérêt de cet espace tampon, c'est qu'il permet de stocker la voiture en attendant que les vélos franchissent l'intersection, sans que celle-ci ne perturbe le fonctionnement à l'intérieur de l'intersection. C'est-à-dire que si la voiture ici tourne à droite, quelque part, elle ne bloque pas le passage aux véhicules qui souhaitent, eux, aller tout droit. Alors, cet espace tampon, l'idée, c'est de le faire le plus grand possible. Souvent, ce qu'on recommande, c'est 5 mètres, puisque c'est à peu près la longueur d'une voiture. Vous voyez ici à droite, par exemple, que c'était pas possible de faire cet espace le plus large possible. Donc, évidemment, il faut toujours faire du mieux possible. C'est pas toujours possible d'aller jusqu'à 5 mètres. Voilà. Donc, pour ce troisième aspect. Le quatrième aspect, et c'est aussi un aspect très important, ce sont ces îlots que vous voyez ici apparaître en rouge. Ces îlots, ce sont les éléments qui font que ce carrefour est différent d'un carrefour classique. Ces îlots, ce sont les îlots qui vont permettre réellement de protéger les cyclistes. Vous voyez, par exemple, vous arrivez ici et vous allez vous stocker ici en tant que cycliste. Cet îlot, il vient vous protéger des voitures qui viennent d'ici et qui vont tout droit ou qui font différents mouvements. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment l'importance de ces îlots-là par rapport à la sécurisation des cyclistes dans le carrefour. Voilà. Ensuite, donc cinquième point, le feu vélo avancé. Vous l'avez compris, les vélos, ils se stockent ici. Les voitures, elles se stockent ici. Pareil sur tous les différentes branches. Si vous venez ici, vous allez vous stocker là. Les voitures, elles se stockent là. Donc, ce que vous voyez apparaître, c'est qu'en effet, il y a une distance relativement importante entre l'endroit où se stockent les vélos et l'endroit où se stockent les voitures. Alors, pourquoi on va faire ça? Il y a 4 raisons pour lesquelles on va chercher à avoir une distance de stockage comme ça entre les vélos et les voitures qui soit relativement importante. La première, c'est d'améliorer la visibilité des vélos. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes automobiliste, vous êtes stocké ici et vous voyez les vélos qui sont stockés devant vous, donc vous ne pouvez pas les rater quelque part. Donc, vous savez que quand le feu va passer au vert, potentiellement, il y a des cyclistes qui vont aller tout droit. Voilà. Donc ça, c'est améliorer la visibilité des vélos. Ensuite, c'est faciliter la traversée. C'est-à-dire qu'en gros, quand le feu va passer au vert, il va passer en même temps au vert pour les voitures et pour les vélos. Au moment où la voiture arrive au niveau de l'intersection, eh bien les vélos, ils ont déjà franchi l'intersection. Donc c'est aussi un intérêt là par rapport à la sécurisation et à la protection des vélos dans l'intersection. Ensuite, l'intérêt d'avoir un feu vélo avancé, c'est que
Ici, vous voyez un espace de stockage qui est relativement important, qui va permettre en effet au vélo de se stocker sans perturber le fonctionnement du carrefour. Et donc le quatrième intérêt, c'est de raccourcir la traversée cyclable. Vous voyez que le seul endroit où le vélo n'est pas réellement protégé, c'est au niveau de cette traversée cyclable. Pareil ici, hein, évidemment, ici et ici. Et donc, ce que vous allez rechercher, c'est à faire en sorte que cette traversée-là, elle soit la plus courte possible. Donc forcément, si vous avancez l'endroit où les vélos vont se stocker, vous allez assurer aussi que la traversée soit la plus courte possible. Et en stockant les vélos à cet endroit-là, les vélos ont aussi une bonne perception du fonctionnement du carrefour puisqu'ils sont vraiment au niveau du carrefour, mais protégés par cet îlot. Voilà, donc ça c'est aussi un élément très important du fonctionnement de ce carrefour. Ensuite, un élément pour le coup un peu moins important, ce sont ces différents terre-pleins là que vous voyez apparaître en rouge, qui sont eux pas nécessairement obligatoires, qui peuvent être souhaitables, mais qui ne sont pas obligatoires. Alors, cependant, une petite précision quand même. Si vous pouvez être confronté à deux situations. Donc ici, on est sur un carrefour avec pour chacune des branches, on a 2 fois une voie. Il peut arriver des situations où vous allez avoir besoin de stocker davantage de voitures en tourne à droite, en tourne à gauche, etc. Sur les différentes branches du carrefour. Donc potentiellement, vous aurez non pas 2 voies à traverser, mais peut-être 3, 4, voire 5. Donc ce qu'on recommande, c'est que à partir du moment où vous avez plus de 3 voies à traverser en tant que cycliste, que vous puissiez vous stocker au milieu de votre traversée, de façon à traverser éventuellement en 2 temps, puisque vous n'avez pas forcément le temps de traverser toute l'intersection en un temps. Alors, si vous avez envisagé cette éventualité de faire traverser les vélos en 2 temps, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez garantir aussi à cet endroit-là un espace de stockage des vélos qui soit suffisamment grand. Puisque potentiellement vous avez un vélo. Un vélo, ça mesure à peu près 2 mètres enfin 1 mètre 50 de long. Donc il faut que vous ayez au grand minimum 1 mètre 50 de long. Si vous avez un vélo cargo, c'est déjà beaucoup plus long. Donc il faut un espace de stockage aussi beaucoup plus long. Et potentiellement, vous n'avez pas que un vélo ou un vélo cargo, mais vous en avez peut-être 10. Donc il faut pouvoir à cet endroit-là garantir un espace de stockage très important. Voilà. Sachant que l'intérêt, c'est toujours de faire en sorte que, du moins pour la protection des cyclistes, que la traversée cyclable, elle soit la plus courte possible. Donc, dans la mesure où vous avez la possibilité de faire une intersection comme celle qui est représentée là sur le schéma, avec des 2 fois une voie, eh bien, là, vous pouvez traverser directement sans avoir d'espace de stockage. Donc, dans cette configuration-là, tous les éléments que vous voyez ici en rouge ne sont pas forcément nécessaires. Voilà. Alors, 7e élément, vous avez remarqué que les traversées piétonnes que j'ai identifiées ici en rouge, elles sont à l'extérieur du carrefour et les aménagements cyclables à l'intérieur. Alors, ça peut vous paraître un peu contradictoire compte tenu du fait qu'on se déplace plus lentement à pied qu'en vélo, et donc on est un peu plus sensible à pied par rapport au détour qu'on ne peut l'être à vélo. Cependant, c'est vraiment une chose importante à observer, c'est-à-dire de mettre les traversées piétonnes à l'extérieur et les pistes cyclables à l'intérieur, parce que ça permet de limiter énormément le nombre de conflits entre les piétons et les vélos. Donc en gros, ici, vous avez une traversée piétonne qui peut se faire en plusieurs temps, c'est-à-dire que comme le feu piéton, il se trouve ici, vous voyez, entre le trottoir et la chaussée, entre la piste et la chaussée. Quand vous venez d'ici, vous voulez aller vers le nord, vous traversez ici sans feu, puisque s'il n'y a pas de feu pour l'instant, vous avez simplement la priorité sur les vélos. Vous pouvez venir vous stocker là. Vous attendez que le feu passe au vert, et ensuite vous passez au vert, et à nouveau ici vous avez la priorité sur les vélos. Donc quelque part vous avez aussi, comme pour les vélos, une traversée piétonne qui est relativement courte. Et finalement les zones de conflit avec les vélos, elles ne se trouvent
que dans ces secteurs-là. Et donc, généralement, ça se passe plutôt très bien. En Angleterre, ils ont essayé de faire des carrefours à la hollandaise à l'envers, c'est-à-dire de mettre les pistes à l'extérieur et la traversée piétonne à l'intérieur. Je vous montre pas d'image de comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement compliqué en termes de conception d'aménagement et en termes de conflits que ça génère entre les piétons et les cyclistes. Donc vraiment, je vous recommande de préférer cette solution-là des traversées piétonnes à l'extérieur. Ensuite, et donc c'est le dernier point de conception de ce type d'intersection, vous avez un certain nombre de lignes de céder le passage. Donc vous avez identifié en effet que c'est une intersection à feu. Cependant, par exemple ici, quand le feu passe au vert, vous êtes automobiliste, vous voulez tourner à droite. Vous ne pouvez pas tourner à droite directement puisque vous avez ici une ligne de céder le passage, au même titre que s'il n'y avait pas eu de traversée cyclable, vous auriez eu un passage piéton, donc vous auriez dû céder la priorité aux piétons qui eux aussi ont un vert, les vélos aussi ont un vert, donc vous devez céder la priorité aux cyclistes qui eux vont tout droit. Donc vous avez toutes ces lignes là en violet de céder le passage qui font que dès lors que vous tournez à droite ou à gauche en tant qu'automobiliste, vous devez toujours céder la priorité aux éventuels cyclistes qui se présentent sur les traversées cyclables. Donc ça, c'est pour les lignes, céder le passage entre les voitures et les vélos. Maintenant, vous avez d'autres lignes que vous voyez apparaître ici en rouge, qui sont des lignes de céder le passage entre vélos eux-mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'on va mettre en place ces céder le passage là? Vous imaginez la situation, vous arrivez ici en tant que cycliste, vous devez à cet endroit-là céder le passage aux cyclistes qui viennent de votre gauche. Alors pourquoi est-ce que vous devez faire ça? Si vous n'aviez pas cette ligne de céder le passage, ça veut dire qu'on aurait un régime de priorité basique, c'est-à-dire une priorité à droite. Donc ça voudrait dire qu'en gros, vous auriez la priorité vis-à-vis des cyclistes qui viennent de votre gauche pour venir vous stocker ici. Si il y a des cyclistes qui arrivent de votre gauche, ça veut dire qu'ils ont un feu, ils sont au vert. Et donc, quelque part, si vous aviez la priorité, ainsi que tous les autres vélos qui vous suivent, vous viendrez congestionner cet espace-là. Et cela supposerait que du coup, les cyclistes qui ont le vert sur cette traversée-là viennent se stocker ici, à peu près au milieu de la chaussée. Donc, c'est en effet très important de mettre en place ce céder le passage ici entre cyclistes, de façon, voilà, à ce que les cyclistes qui viennent de votre gauche aient toujours la priorité vis-à-vis de vous qui venez d'ici. Voilà. Alors, du coup, j'en ai fini. Je vais répondre à vos questions. Oui, et donc on a deux questions principales là, qui ont été posées. Donc, outre celles qu'on a pris au fil de l'eau sur l'étude entre enfin les comparaisons entre les giratoires et les carrefours à feu, on a une question de Nathalie qui se demande si les îlots que tu mentionnais, donc, qui permettent de séparer d'avoir un élément séparatoire sur le carrefour, ne sont-ils pas abîmés rapidement par les camions qui tournent au sein des espaces du carrefour? Et donc, elle se posait la question de la durabilité de ces îlots. Alors oui, en effet, quand j'ai précisé au début la nécessité d'avoir un angle de giration le plus petit possible, c'est le plus petit possible compte tenu du fait qu'il y a potentiellement des bus qui tournent à droite, par exemple ici. Pardon, parce que vous voyez plus mon pointeur. Voilà. Vous avez potentiellement des bus qui tournent à droite ici, des camions, comme vous le disiez. Et donc, il faut en effet avoir un angle de giration à ce niveau-là, qui soit en effet le plus petit possible de façon à ce que vous ne puissiez pas tourner trop rapidement. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des véhicules un peu plus importants qui peuvent circuler sur ces axes-là. Et donc, en effet, prévoir un angle de giration qui suppose que, en effet, ces îlots ne soient pas abîmés. Donc, théoriquement, voilà, ça s'étudie en fonction de ce que vous attendez comme type de véhicule sur ces axes-là. Et c'est évidemment des aspects qui sont pris en considération.
Étienne indiquait également que ce sont des îlots bordurés en béton, ce qui permet aussi de limiter leur usure. Oui, ça peut être aussi des îlots qui soient plus saillants pour éviter justement ce genre d'usure Ouais, à ouais, ouais. l'étage. Ok, on a une deuxième question de Colline qui demandait des précisions sur l'emprise globale nécessaire pour ce type d'aménagement. Est-ce qu'il y a des largeurs minimum et voilà, donc savoir un peu s'il y a des contraintes en termes d'emprise. Bah alors on peut faire le calcul ensemble. Vous avez un trottoir ici qui doit faire minimum 1,40 m hors côtelé. Vous avez une piste ici qui fait la largeur que vous souhaitez. Alors ce qui est recommandé, c'est 1,50 m minimum. Enfin, ce qui est recommandé par le CEREMA, c'est 1,50 m minimum, mais l'idée, c'est plutôt d'aller à 2,20 m. Ici, vous voyez qu'on a une surlargeur, une protection entre la piste et la chaussée qui est un peu plus importante parce que on prévoit ici une rangée de stationnement, donc on a potentiellement 2 mètres, voire un peu plus de largeur à cet endroit-là, 3,50 m. Je vous l'ai dit, ce séparateur, ce terre-plein central-là n'est pas nécessaire forcément dans ce type de configuration-là. 3 mètres pareil, un séparateur de 30 à 50 cm ici puisqu'on n'a pas de stationnement. À nouveau la piste et le trottoir. Donc en gros, si on part du principe qu'on a 2 mètres de trottoir, ça fait 4 mètres. 2 mètres de piste ici, 2 mètres de piste là, ça fait 4 mètres aussi. Donc on est déjà à 8 mètres. Plus les séparateurs, si on part du principe qu'il n'y a pas d'aménagement de stationnement, on a 50 cm ici, 50 cm ici, donc on est à 9 mètres et 6 mètres de voie. Donc 9 plus 6, ça fait 15. Voilà. Vous avez en gros, dans la configuration la plus compacte possible, il vous faut minimum 15 mètres d'emprise de façade à façade de façon à aménager ce type d'intersection. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, quand on aménage un carrefour à la hollandaise, on va chercher à être un peu plus contraignant sur la voiture, c'est-à-dire qu'en gros, là où précédemment vous aviez des voies dédiées de tourne à droite, des voies de tourne à gauche, etc., vous allez, au moins pour les voies de tourne à droite, essayer de les remplacer en termes d'emprise par l'aménagement cyclable. Et donc, il est tout à fait possible qu'en gros, ce type de carrefour soit aménagé dans un contexte qui est un contexte actuel, donc urbain, à partir du moment où on prend la voie de tourne à droite actuelle pour la remplacer par l'aménagement cyclable. Simon, est-ce que tu pourrais repartager ton écran, s'il te plaît, parce qu'apparemment ça a sauté. Donc je veux bien que tu Ouh. refasses la demande, s'il te plaît. Alors, je suis désolé, j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué du coup. Est-ce que vous On a vu voyez le mon... début de la Oui, décomposition, donc voilà, je suis désolée Ouais, pour ce je suis petit, désolé. ce petit souci technique. ok. Voilà, On j'espère a avoir une répondu à la question. Ouais, merci beaucoup Simon. On a une dernière question, peut-être, je pense que ça va être assez rapide pour pouvoir y répondre avant de passer à la suite et laisser un peu de temps pour Étienne. La question, c'était de Perrine, qui demandait si cet aménagement est adapté au carrefour avec plus de 12 000 véhicules par jour, avec des tournes à gauche et à droite qui demandent de gros espaces de stockage. Alors, tout dépend. Là, encore une fois, vous avez vraiment le carrefour très très contraint, du moins celui qui apparaît sur ce schéma-là. Vous pouvez tout à fait avoir des carrefours beaucoup plus importants. Vous voyez ici, vous avez deux voies de tout droit, enfin, peut-être une voie de tourne à droite et une voie de tout droit, une voie de tourne à gauche. Donc avec une traversée là, vous le voyez en deux temps, puisqu'en plus vous avez le tramway qui passe. Donc oui, ce genre de carrefour-là peut être tout à fait pensable sur une intersection qui accueille un trafic très important. Et c'est d'autant plus important en effet d'avoir cette protection qui est assurée des cyclistes par ces îlots-là dont on a parlé jusqu'alors, que l'intersection euh, supporte un trafic très important, quoi. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. Ça marche. Je vous propose de passer à la suite, sinon Étienne va être un peu frustré, et puis je répondrai dans le chat par la suite. Merci. Non, pas du tout. C'est important d'avoir toutes ces réponses techniques. Je vois que Colline a encore posé une question
sur une fiche CEREMA sur ce type de giratoire, sur ce type de carrefour. À ma connaissance, il n'y a pas de fiche technique sur ce type de carrefour, mais on discute avec Thomas Joanneau du CEREMA aussi pour que ce genre de webinaire serve aussi à faire avancer les fiches techniques. Voilà. Alors moi, je vais être moins technique sur le carrefour en lui-même, je vais être plus concret, parce qu'effectivement, on a eu la chance avec un groupe, et je vais vous en parler tout à l'heure, de techniciens, d'associations, d'élus, etc., de mettre en œuvre vraiment à fond, c'est-à-dire à 100% ce carrefour au Havre. Donc, je voulais situer un quai Lamblardy, au carrefour entre le quai Lamblardy, le quai Casimir de la Vigne. Donc, c'est grosso modo, pour ceux qui connaissent, tout au bout du bassin du commerce, on va en parler. Donc, je vous ai fait d'abord un petit… Simon, on va à la diapo suivante. Voilà, super. Un petit élément de contexte. Il y a un schéma directeur cyclable 2020-2030 sur la communauté urbaine du Havre. Ce qui est important, c'est qu'ils veulent doubler l'itinéraire cyclable existant. Donc, vous allez voir que le carrefour, il s'inscrit dans une liaison, un début de liaison. Il ne s'inscrit pas tout seul dans son monde. Aussi, un des souhaits du schéma directeur, c'est de monter en gamme la qualité des infrastructures cyclables, des services aussi, de la communication, mais notamment des infrastructures cyclables. Donc, ce type de carrefour, qui est un peu tout nouveau en France, même s'il y en a qui ont été réalisés en région parisienne et ailleurs, et Simon pourra vous indiquer ça, ça traîne sur les réseaux sociaux. Là, on a vraiment une mise en œuvre totale et complète du carrefour. Ce qui était important dans les éléments de contexte aussi, c'est qu'on était dans un contexte Covid, donc c'était bien le titre du webinaire, hein, aménagement transitoire. Donc, il fallait faire face à des restrictions d'accès au transport en commun, garantir la distanciation physique, tout ça vous connaissez, et ça permettait, par ce biais-là, de créer des liaisons cyclables temporaires, et notamment celle-ci. Donc ça, c'était bien le contexte au Havre. Opportunité, ben oui, Covid, ce qui était assez génial, c'est qu'il fallait agir vite et être très pragmatique. Donc, on enlevait une grande partie des questions administratives, les DICT, etc., et on pouvait arriver à mettre en œuvre, vous allez voir les délais, très très rapidement, des carrefours complexes, des aménagements cyclables complexes, et qui étaient peut-être dans les cartons et dans les idées, mais qui n'étaient pas mis. Donc, avec Covid, c'était toujours un aspect très bénéfique. On avait aussi un faible trafic automobile durant la période Covid et juste après le confinement. Donc, ça nous permettait aussi de mettre en œuvre un carrefour qui pouvait effectivement être mal pris par les automobilistes ou très surprenant. Donc, comme on avait moins de trafic, c'était plutôt assez évident, enfin, plus facile à mettre en œuvre. Et puis aussi, sur ce carrefour, on avait quelques propositions existantes initiales qui faisaient que les services techniques, notamment, étaient déjà dans leur tête, ils savaient que ce carrefour, fallait qu'il bouge. Diapo suivante, Simon. Alors, le contexte du carrefour lui-même sur le Havre, même si on ne va pas détailler le Havre, ce que je vous disais, c'est qu'il s'inscrit dans une liaison de 4 km à haut potentiel cyclable, une liaison de 4 km qu'on a sortie en Covid, c'est-à-dire en aménagement transitoire. Un hypercentre à gauche, l'hypercentre du Havre, et on relie à la fois l'université, la gare SNCF, les docks, où là, il y a un gros centre commercial, un centre culturel, etc., et puis l'entrée de ville à droite qui s'en va vers Harfleur, etc. Donc, on est vraiment, et vous voyez en rose, là où est situé le carrefour, entre guillemets, à la hollandaise. Donc, relier l'hypercentre à des gros pôles générateurs. Donc, effectivement, comme le disait Simon tout à l'heure, on favorise la fluidité, on favorise un aménagement à haut potentiel de fréquentation. Diapo suivante. Je vous parlais effectivement d'un groupe. Donc, pour la mise en œuvre de ce carrefour, on n'était pas du tout seul. Il y avait effectivement les élus du Havre, le maire en première ligne qui a dit « Ok, go, on y va, c'est une liaison prioritaire pour Covid. Et puis, on verra effectivement s'il ne faut pas la pérenniser. » Et actuellement, au Havre, on est plutôt sur ce schéma-là. Les services techniques qui, là, ont fait un énorme effort parce que quand on leur a balancé à la fois la transformation de 3 voies en 2 voies, plus une piste cyclable bidirectionnelle, un giratoire, enfin un carrefour à la hollandaise, vous n'avez jamais vu ça, ils ont été quand même très réceptifs. Et aussi bien le service voirie, le service transport que la com. Franchement, c'était très agréable de travailler avec eux. L'association FUB La Roue Libre, d'ailleurs Isabelle doit être présente aujourd'hui au webinaire, je crois. Eux, c'est un partenaire déjà depuis longtemps de la communauté urbaine. Et puis, vous allez voir qu'ils n'étaient pas complètement neutres dans ces propositions d'aménagement. Enfin, à Indigo, nous, effectivement, à la demande de la communauté urbaine, on les a assistés à la fois sur l'idée, sur la conception et la faisabilité, et puis sur la mise en œuvre jusqu'à la réception de chantier.
Et enfin, il ne faut pas les oublier, les entreprises, parce qu'on était en contexte Covid. Et franchement, Aximum et Colas, ils ont fait leur maximum, même s'ils avaient déjà un marché à bon de commande avec Le Havre, communauté urbaine. C'était quand même assez génial de les faire venir, de faire venir des matériels qui n'étaient pas prévus et les enlever d'un chantier et venir. Et en période Covid, ce n'était pas forcément évident, surtout qu'on était en mai. Hein, donc, c'était encore très… Voilà. Problématique technique de mise en œuvre, délai de mise en œuvre. Vous allez voir, on a fait un truc génial. On n'aurait jamais pu faire ça avant. Enfin, là, c'était absolument génial de pouvoir tout faire je vous le dis, en 3 mois, on a tout mis en œuvre. Alors que s'il avait fallu le faire dans un contexte normal, ça aurait peut-être mis 5 ans. Voilà. Garantir la fluidité du trafic cyclable et motorisé, même si Simon dit, et il a raison, c'est les carrefours qui contraignent le trafic motorisé aussi. Hein. On a aussi fait attention à ce que la ligne de bus qui passait par là puisse passer bien, que le trafic VL et poids lourd puisse aussi passer parce qu'on est en connexion avec le port au sud du carrefour. Donc, il fallait s'assurer que la fluidité des petits colis, des camions de petits colis puisse se faire, etc. Et puis après, on a eu des problématiques très techniques de profondeur des tranchées, où on est tombé sur des trucs assez improbables, sur des souterrains, voilà, la disponibilité des mobiliers temporaires, donc les Mica 5D, K16, etc. Enfin, plein de problématiques techniques. On y va, on rentre dans le sujet. Mon diapo suivante, s'il te plaît. Délai de mise en œuvre. Période Covid, ben oui, en période Covid, tout est compliqué. Déplacement des équipes sur le terrain, ce n'était pas possible, ou à minima, ou etc. Alors, faire venir des entreprises, c'était même pour nous, c'était compliqué de venir sur place, alors qu'il fallait vraiment, pour les pré-marquages, pouvoir venir sur place, aller faire les reconnaissances avec… Donc, moi, je m'y suis collé, mes 2 collègues, Simon et Roman, étaient par derrière en me guidant un peu. Voilà. Peu ou pas d'appro de la part des entreprises, mais ça, vous l'avez tous vécu dans les collectivités. Pas de disponibilité de matériel temporaire, ou au début, oui, puis après, plus, parce que tout le monde en demandait. Faire venir une centrale d'enrobé, bah, ce n'était pas juste voilà, comme ça, enfin, un camion d'enrobé, etc. Et puis aussi une période électorale qui fait qu'on était tout juste avant les élections. Vous savez bien, parce que vous l'avez entendu aux informations nationales, au Havre, c'était beaucoup à enjeu. Hein. Monsieur le Premier ministre était l'ancien Premier ministre était ancien maire du Havre, allait peut-être devenir le nouveau maire du Havre. Donc le vélo étant un enjeu assez fort, pas de bêtises sur le carrefour. Vous le mettez en place, mais il faut que ça se passe bien, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Voilà. En termes de timing, du dessin du carrefour jusqu'à la pose des enrobés, parce qu'on a aussi été jusque-là, 3 mois. Hein. Voilà, vous avez le déroulé. De fin avril, où on a vraiment rentré dans l'étude et la concertation avec les différents élus de quartier, etc., jusqu'au 3 juin ou 7 juin, je ne sais plus, où on a ouvert au public. Voilà. En 3 mois, on a réussi à mettre pas seulement le carrefour, mais les 4 km d'axe en place. Diapo suivante, Simon. Donc là, vous voyez le carrefour comme il était avant. Donc Simon vous a expliqué les différents mouvements, je vous ai remis là. Hein. Ce qui est intéressant sur ce carrefour, c'est qu'on avait des mouvements de tourne à droite pour les véhicules motorisés. Vous voyez les flèches vertes notamment, hein, où on avait vraiment des voies, même des voies réservées pour ce mouvement de tourne à droite. Et vous allez voir qu'on a un peu tout changé. Donc ça, c'est l'aujourd'hui, enfin c'était avant. On va à la diapo suivante. Ça, c'est vrai qu'il faut vraiment le dire, l'association La Roue Libre, une association FUB au Havre, avait fait des propositions juste au moment de Covid ou un peu avant Covid ou pendant Covid, je ne sais plus, au tout début, en disant voilà, ils avaient poussé cette idée-là auprès des services techniques. Donc nous, en fait, diapo suivante, on a repris cette idée-là, on en a mis une faisabilité technique derrière, on l'a redessinée, on l'a recalibrée, parce que les axes à l'ouest et à l'est étaient à aménager, donc il fallait un peu tout imaginer. Donc, grâce à Simon, on a vraiment tout redessiné et tout valorisé. Diapo suivante. Là, vous voyez le travail qui est en fait de concertation et de travail vraiment en commun qu'il y a eu entre les services techniques, les élus qui validaient, l'association La Roue Libre, le prestataire qui était Indigo, et puis les entreprises après. Donc là, les services de la voirie s'en sont saisis de l'étude de faisabilité, on fait les études de détail. Donc là, vous voyez les volumes en haut. Là, c'est les volumes du bus, hein, pour voir comment est-ce que ça passe. Et donc, ça, c'était théorique. Et puis après, on a mis en œuvre, on a fait passer pendant 2 heures un bus dans tous les sens pour voir comment ça passait à haute vitesse, à petite vitesse, etc., etc. Et puis au-dessous, les volumes pour les véhicules. Donc là, les services se sont vraiment donnés pour avoir ça, pour avoir la donnée technique. Diapo suivante. Ensuite, il y a eu un plan d'exécution finale, aussi par les services techniques. Hein, vous êtes habitués avec tous ces plans AutoCAD. Donc, depuis le dessin de l'association jusqu'au dessin technique
pour que l'entreprise puisse aller faire les pré-marquages, ensuite les marquages, pour que les services de la voirie puissent creuser les tranchées pour les feux, pour que les autres services de la voirie puissent découper des îlots, pour que, etc., etc. Donc voilà, on va passer à la diapo suivante. Là, c'est quelques photos de la mise en œuvre. Je vais assez vite, mais comme je vois que le temps court, ça nous permettra de discuter après, de répondre à vos questions. Donc, vous avez en haut un peu les pré-marquages. Donc, vous voyez, là, c'est une voie de tourne à droite qu'on a supprimée. Hein, on voit les voitures viendraient du fond de la diapo et vers nous. Donc, le pré-marquage a permis de tout caler. À droite, vous avez le sillage des îlots parce qu'effectivement, il a fallu agrandir les traversées piétonnes pour y faire aussi passer les cyclistes en parallèle. Vous avez voilà, des gabarits de marquage. Ce qui est important, on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est tout l'aspect signalisation et signalétique. Attention, messieurs, dames, en voiture, en poids lourd et à vélo, le carrefour change. Et puis au-dessous, je vous ai mis une petite photo de quelqu'un avec qui j'avais discuté, un petit monsieur, et qui trouvait que c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, quelques photos. On en a d'autres hein, si vous êtes intéressés. Là, en fait, c'est une vue de haut du carrefour réalisé. Donc là, c'était le 7 juillet. Et donc, ce qu'on va vous proposer, ce que va vous proposer Simon, c'est de la même vue, mais avec une petite vidéo qui va vous montrer comment ça fonctionne. Alors attention, on n'avait pas de vélo ce jour-là, il ne faisait pas très beau, même si les cyclistes font du vélo quand il fait mauvais. Mais on avait surtout, voilà, c'est une vidéo de 6 secondes sur l'activation du feu. Voilà, le feu passe au vert. Et voilà. Je vous laisse la regarder, ça ne dure pas longtemps. Donc, vous voyez, on a supprimé le tourne à droite pour le remplacer par… il y avait un tourne à droite spécifique pour les voitures. Vous voyez l'îlot assuré en bas à gauche. Ben, en fait, on les a fait passer dans le carrefour, comme vous disiez Simon tout à l'heure. On a supprimé cette branche de tourne à droite et tout le monde, toute la phase de feu, part, ceux qui vont tout droit, ceux qui vont à droite. Voilà. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions pour l'instant. On vous propose une deuxième vidéo. Est-ce que Marty, tu veux qu'on réponde à des questions ou est-ce que… Oui, on a une question tout de suite de Benoît qui nous demande quel était le coût approximatif pour l'aménagement de ce carrefour, les études et travaux compris. Alors, les études, on ne peut pas les chiffrer parce qu'en fait, alors les études, c'est-à-dire les intervenants extérieurs ou alors les intervenants de la ville. En fait, on peut pas. Si c'est notre intervention extérieure, ça a été sur plusieurs axes, donc c'est difficile de vous donner le coût pour ce carrefour-là. Après, je vous enverrai le coût. Je ne l'ai pas en tête et je l'ai pas. Il faut que je recherche un peu dans mes documents par rapport au coût en lui-même du carrefour. Donc là, on a les coûts, on sait. Vous avez vu sur la photo qui était précédente qu'on a mis beaucoup de mobilier K16. Hein, vous voyez, ces gros mobiliers en espèce de flèche rouge et blanc pour vraiment que ça marque l'espace. Et ça, effectivement, ça a un coût. Donc, je vous donnerai ça en annexe après la conférence. Je rechercherai combien est-ce qu'a coûté ce carrefour. Ça marche. Ça marche pour D'autres moi. questions peut-être? Benoît, n'hésitez pas à compléter votre question au besoin, et n'hésitez pas pour les autres participants à poser vos questions, on les traitera au fil de l'eau. On peut lancer la deuxième vidéo en attendant. Ok, donc ça, c'est une vidéo qu'a fait un usager qu'on ne connaît pas. On va peut-être mettre le son parce que c'était intéressant pour ce qu'il disait et je vous laisse le regarder pendant 4 minutes. Simon, si tu peux hausser le son. Simon, je pense qu'il faut que tu réactives ton micro pour qu'on l'entende. Exact, en effet, pardon, je recommence. Route comme on va voir. Donc le premier passage, c'est celui-ci, là, matérialisé en flèche verte, qu'on commence à voir ici. Donc là, c'est comme si on reprend la vidéo où on s'était arrêté, et on voit que c'est assez limpide. En fait, on sait très bien où il faut aller, puisque il y a les îlots qui empêchent physiquement d'aller ailleurs. Et en deux temps, en deux cycles de feu, on peut aller tout droit. Alors normalement, on devrait pouvoir aller tout droit en un seul cycle, mais comme c'était une piste bidirectionnelle où on arrivait de gauche et puis on ressort à droite, on est obligé de se taper deux cycles. En revanche, là, pour aller tout droit, sur l'autre axe, un autre passage, eh bien, un seul cycle de feu est suffisant.
Alors ici, on utilise le petit panneau M12 pour franchir le feu, et on vient attendre en scalant sur le feu piéton. Et ça permet d'avoir plusieurs mètres d'avance sur les voitures qu'on a laissées au feu rouge qu'on a franchi avec le M12. Et donc comme ça, au moment où le feu passe au vert, on repart avec beaucoup d'avance. Et on est franchement ici plus à droite. Donc si jamais quelqu'un tourne à droite, on ne rencontre même pas en fait. Il est vraiment loin derrière. Et il suffit ensuite ici d'aller tout droit. Voilà, Simon, là c'est pas mal. Ça, c'est pas Globe, par contre. Ouais, là, l'idéal, ça serait d'avoir une piste cyclable qui continue, mais comme il n'y a pas de piste sur la voie, on a juste aménagé le carrefour, on se retrouve avec un petit passage en sortie et c'est pas très commode. Alors maintenant, on peut regarder comment ça se passe si on veut tourner à gauche. Ben, ça se fait un petit peu comme pour aller tout droit la première fois, en 2 temps, en s'arrêtant une première fois au premier feu et une deuxième fois au suivant pour tourner à gauche. Alors ici, on a mis une sorte de petite rampe d'accès. Là, il manque le M12 pour aller se passer là-bas. Sinon, il sert à rien le feu vélo ici. Le feu M12 qui est sur l'autre voie là qu'on a vu tout à l'heure, et ici, il n'a pas été mis. Il aurait fallu être là pour pouvoir juste laisser passer les piétons sur leur passage et aller se placer au feu vélo qui a été mis ici. Alors ici, là, on regarde, on voit, il y a une famille de cyclistes avec un monsieur avec une carriole et puis des petits enfants sur des tout petits vélos. Et je trouve que c'est vraiment une belle illustration et une preuve de la qualité de l'aménagement. C'est qu'il peut être emprunté par tout le monde, y compris des enfants de, je sais pas quel âge ils avaient, peut-être 6-7 ans. Si on est capable de faire passer des enfants sur ce genre de carrefour énorme. Ok, Simon, je pense que tu peux couper là. Merci. Donc voilà, vous avez vu un peu le carrefour en configuration. Je réponds juste à la question qui vient d'être posée à l'instant sur un souci d'économie par rapport à la largeur du carrefour. Alors, c'est vrai que ça a été surtout un souci en timing, hein. On n'a pas revu complètement le carrefour et c'est vrai que les traversées piétonnes, on aurait pu les faire un peu différemment. Donc un souci, alors pas tellement un souci d'économie parce qu'on a quand même scié des îlots, on a quand même refait des enrobés, des ECR, etc. On a quand même fait des tranchées profondes pour les passages de cap des feux piétons, alors qu'on aurait pu faire des tranchées à 6. Donc voilà, c'était surtout par rapport à un souci d'aller très vite. Donc ils vont réévaluer le carrefour là juste après l'été pour, je pense, le maintenir dans le temps. Et là, on pourra revoir les îlots, les différents îlots de traversée piétonne, traversée cyclable, les petits M12 qui manquaient, etc. etc. Voilà. J'en ai terminé. Suzy, je vous laisse la main s'il y a besoin. Et n'hésitez pas pour vos questions. Merci beaucoup à vous en tout cas. D'accord, très bien. Thank you, parce qu'il y a aussi des étrangers qui sont à ce webinaire aujourd'hui. Effectivement, donc c'est bon, vous avez réussi à répondre à toutes les questions. Donc on va pouvoir passer à la conclusion, étant donné qu'il est midi. Très rapidement, hein. Simplement vous dire que vous avez accès au replay et au support, comme je vous l'avais déjà dit en introduction, directement sur le site de la PCC d'ici quelques heures, donc ça sera assez rapide. Apparemment, vous n'aviez pas accès au support de présentation dans la salle, je suis désolée pour ça, je ne sais pas pourquoi, il y a dû y avoir un petit problème technique, mais en tout cas, vous le recevrez par mail et vous pouvez aussi aller directement sur le site web d'ici 2-3 heures et vous aurez les slides. N'hésitez pas à aller regarder nos autres webconférences. Hein. Là, c'est la 39e, donc on en a 38 avant que vous pouvez regarder, sans souci, sur plein de thématiques différentes. Donc, je vous invite à aller regarder ça sur notre site web. Si vous êtes vous-même un bureau d'études et que vous travaillez sur ces thématiques-là, donc tout ce qui est thématiques liées au climat, à la transition énergétique ou à la mobilité durable comme aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter pour voir ce qu'on peut faire ensemble et voir si ça sera intéressant pour vous peut-être d'adhérer à la PCC.
Et sinon, si vous êtes plutôt une entreprise ou une collectivité qui cherchez de l'aide sur ces sujets-là, si vous êtes en recherche d'un prestataire, vous pouvez regarder notre annuaire des membres et dedans, vous trouverez, vous pourrez chercher en fait par zone géographique, par compétence sectorielle ou par spécialité sectorielle, pardon, ou par compétence votre prestataire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cet annuaire qui est vraiment fait pour ça. Et enfin, donc très rapidement, je vais remercier donc nos intervenants. Merci à Indigo d'avoir fait cette webconférence. Et je voulais aussi également remercier nos partenaires, donc que sont l'ADEME et Actu Environnement, en sachant que Actu Environnement vous permet d'avoir une petite réduction en fait sur leur abonnement si ça vous intéresse. Donc vous allez recevoir un mail là très bientôt. Je pense même qu'il est parti. Et dans ce mail, vous allez avoir le petit code promo pour Actu Environnement et surtout, et ça c'est très important pour nous, un questionnaire de satisfaction qu'on vous demande de remplir en fait pour savoir comment s'est passée cette webconférence pour vous et si ça vous a plu et ce qu'on pourrait potentiellement améliorer. Vous avez aussi, je crois, dans Webikeo la possibilité de donner un avis, mais ce questionnaire-là est un petit peu plus qualitatif et donc aussi beaucoup plus important pour nous. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette webconférence et à bientôt pour une prochaine webconférence de la PCC. On en a une mardi prochain qui n'est pas du tout sur le même sujet, qui est sur Act. Donc vous pouvez aller regarder sur notre site si ça vous intéresse. Merci à tous. Alors je regarde. Voilà. Merci à tous.